C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. La vice-présidente Mariam Talata Tchabizime a reçu en audience aujourd'hui le conseil régional de Lorraine, membre du comité communal consultatif de la ville de Mertz. Les détails sont à suivre dans cette édition. À suivre également dans ce journal l'atelier sur le renforcement des capacités en ce qui concerne le programme national d'alimentation intégrée. C'est le ministre des Enseignements maternels et primaires qui a précédé la cérémonie d'ouverture. Hors de nos frontières, la Fédération tunisienne de l'enseignement secondaire appelle les autorités à prendre de nouvelles mesures face à la recrudescence des cas de Covid-19. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le conseiller régional de Lorraine, membre du comité communal consultatif de la ville de Mertz, était aujourd'hui au cabinet de la vice-présidente Mariam Talata Tchabizime. Il est venu échanger avec elle sur des projets de coopération entre le Bénin et la ville de Mertz en France. Suivons ici un extrait de ses propos à sa sortie d'audience. Ça fait la troisième fois que je viens au Bénin, parce que je m'intéressais à la culture béninoise, aux religions endogènes, au christianisme céleste, et puis bref, à l'histoire du Bénin en général. Les deux précédentes visites, c'était surtout consacré à cela. Mais cette année, j'ai rencontré dans ma ville de Metz un secrétaire général de mairie béninois qui fait un stage chez nous à l'Institut régional de l'administration et qui est secrétaire général de la mairie de Bopa, et qui m'a parlé de sa mairie, de la ville de Bopa, qui est une ville de 100 000 habitants, une ville d'eau avec Possotomé, des sources, etc. Metz est aussi une ville d'eau, une ville écologique, une ville aussi de 120 000 habitants. Et donc je suis venu aussi avec l'aval du maire de Metz pour voir si éventuellement on peut faire des partenariats ou créer quelque chose avec Bopa. Donc déjà, je vais revenir en France, je vais lui faire mon rapport, les visites que j'ai eues avec les autorités municipales de Bopa, lui faire rencontrer le secrétaire général de mairie de Bopa qui est à Metz, de telle façon qu'il puisse lui présenter évidemment sa ville, et en espérant que tout cela, qu'il y ait une concrétisation réelle dans tel ou tel domaine. Plusieurs experts nationaux et internationaux du programme alimentaire mondial PAM et du ministère des enseignements maternels et primaires sont en atelier à Cotonou depuis ce matin. Ils réfléchissent sur le renforcement des capacités en ce qui concerne le programme national d'alimentation intégrée. Aimé Juste Defodi pour le compte-rendu. C'est un atelier conjoint du ministère de l'enseignement maternel et primaire et le programme alimentaire mondial. C'est un atelier conjoint du ministère de l'enseignement maternel et primaire et le programme alimentaire mondial PAM. Il met en jeu les parties prenantes du programme d'alimentation scolaire intégré du Bénin. Il permettra au terme l'identification des besoins en renforcement de capacité nationale. Pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Salvatore Nyonzima, le programme d'alimentation scolaire du Bénin fait école en Afrique car elle permet l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable. C'est pourquoi le programme alimentaire mondial l'a inscrit comme priorité dans son agenda 2019-2023. C'est ainsi que le plan stratégique par pays du PAM au Bénin 2019-2023 définit clairement le programme national d'alimentation scolaire comme une priorité stratégique clé et s'engage à renforcer les capacités institutionnelles pour permettre à terme un transfert de compétences au gouvernement. Pour Saliman Karimo, ministre des Enseignements maternels et primaires, le gouvernement veut renforcer le programme alimentaire scolaire béninois qui est un moyen efficace de lutte contre la faim dans le domaine éducatif. C'est pourquoi le gouvernement a de nouveau inscrit dans son programme d'action 2021-2026 le programme d'alimentation scolaire. L'alimentation scolaire intégrée, liée à la production locale, est un filet de protection sociale à but multiple. Elle contribue non seulement à assurer une alimentation saine et nutritive,
mais aussi et surtout à améliorer de façon significative l'accès et le maintien de tous les enfants, filles et garçons à l'école et la performance scolaire. L'engagement du Bénin et du gouvernement étant de passer de 51% de taux de couverture des besoins des écoles primaires publiques à 75% à partir de 2022 est acté. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire exhorte de ce fait les participants à un travail rigoureux. Je vous exhorte à ne laisser aucun aspect de l'alimentation scolaire de côté lors de vos travaux dans la perspective de l'affinement du modèle d'alimentation scolaire en développement et des options à retenir pour le Bénin, y compris la question de la loi sur l'alimentation scolaire qui fait partie intégrante des réformes de mon département ministériel. Démarré ce mardi, cet atelier des parties prenantes du programme national d'alimentation scolaire intégré du Bénin prend fin le mercredi. Vous le savez, le gouvernement béninois a annoncé il y a quelques jours le recrutement de 48 experts pour le compte du ministère des Sports. Ce recrutement qui entre dans le cadre du développement du sport au Bénin est très apprécié. J'y suis arrivé par les Béninois. Suivrons ici les avis de quelques-uns. Quand on a un gouvernement qui construit 22 stades de type communaux, avec des pistes d'athlétisme, des terrains de hand, de volley, de basketball, de football bien évidemment. Quand on voit un peu le budget actuellement pour le sport, c'est je crois 32 milliards alors que c'était de 25 milliards l'année dernière. Il faut que voir au travers de cette décision-là une suite logique de ce que le gouvernement a commencé par faire. Et il faut également applaudir, même si ce n'est pas de notre devoir d'applaudir, mais quand même il faut saluer cela. Parce que je disais tantôt que c'est une suite logique dans la mesure où si les terrains sont construits avec des pistes d'athlétisme et tout ceci, il faut pouvoir les occuper. Les localités dans lesquelles ces infrastructures-là sont érigées, ça va faire naître des passions, des envies. Donc il faut des gens pour les encadrer. Donc quand j'apprends qu'il y a 48 experts qui seront recrutés, je trouve que c'est déjà très louable et ambitieux de la part du gouvernement parce qu'il est dit dans ce qu'ils feront qu'ils vont faire de la détection des talents, qu'ils vont faire de la constitution des équipes départementales et bien sûr de la formation de ces talents-là. Donc c'est une très bonne nouvelle et je crois que le gouvernement est en train petit à petit de constituer chaque pièce de son puzzle pour révéler le Bénin par le sport. Donc je crois que c'est une très bonne nouvelle. Les 48 experts recrutés, je crois que ça c'est un premier pas. Et à la longue, si on peut aller plus que ça, ce serait une très bonne chose. Bon, il y a beaucoup de joueurs dans le pays. Il faut voir les départements du Bénin. Si on va laisser et faire un bon choix dans tous les départements du pays, et faire un bon choix, et que vraiment qu'on les lance, je crois que ça va donner une très bonne chose. Le recrutement est venu compléter tout ce qui se fait déjà pour le sport béninois en matière donc, de professionnalisation de ce sport. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 ans, le gouvernement a lancé ce qu'on peut appeler les classes sportives qui consistent donc de donner aux écoles les b.a.-ba en matière donc, de sport. Il y a un certain nombre de disciplines sportives qui est donc sélectionné pour cette première expérimentation il y a 1 an et donc ça a été reconduit l'année dernière. Et donc pour cela, il faut avoir donc des formateurs de qualité, des gens requis qui ont donc le diplôme qu'il faut parce que quand vous désirez donner des b.a.-ba à des gens, à des élèves, parce que la formation c'est d'abord dès la base. Et donc le Bénin ne veut plus végéter dans l'improvisation comme on a l'habitude de le faire où on a les équipes A et quand les internationaux qui constituent donc, qui forment donc ces équipes A là finissent par avoir l'âge de la retraite, on sent qu'il n'y a rien derrière comme la relève. Et donc il faut partir dès la base. Et pour cela, il faut avoir des gens qui ont le diplôme, des gens qui connaissent. Il ne faut pas prendre des gens qui ne connaissent pas, des gens qui ont appris seulement sur l'État et qui ne peuvent pas donner un plus aux enfants.
Le pasteur Elvis Dagba a inauguré ce dimanche 16 janvier son nouveau temple dénommé Palais de Gloire. Cette inauguration s'est déroulée en présence des fidèles et bien d'autres personnalités. Suivez ici un extrait de ses propos lors de l'inauguration au micro de Igor Montagnier. Bon, d'abord, nous sommes une église, et l'église MEPS, le ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints. Le temple Palais de Gloire est l'un des temples de ce ministère et nous avons une vision, n'est-ce pas, et que le Seigneur nous a donnée. Il se pourrait, et nous croyons en cela fermement, le Seigneur nous donnera encore la grâce de bâtir d'autres temples avec d'autres noms. En réalité, MEPS représente le nom de famille et Palais de Gloire représente le prénom. Maintenant, l'église en elle-même, nous avons nos activités hebdomadaires tous les dimanches. Nous nous réunissons à 8h30, mais le dimanche prochain, spécialement, nous avons un séminaire. Nous avons un séminaire qui va démarrer et ce séminaire va parler sur les mystères de la gloire. Donc, nous vous invitons le dimanche prochain, le 23 janvier, à partir de 9h très précise, pour venir écouter ces enseignements que Dieu a mis dans vos cœurs qui vous feront certainement et forcément du bien. Et à partir de la semaine-là, donc, nous ouvrons le séminaire le 23 et le jeudi qui suit à 19h et le vendredi à 19h, nous allons continuer pour clôturer maintenant le dimanche 30, le séminaire sur le mystère de la gloire. Maintenant, il y a des personnes qui souhaiteraient me rencontrer parce qu'elles ont des problèmes d'ordre spirituel. Je reçois les personnes là tous les jeudis à partir de 9h à 12h. Et ça, c'est one-on-one, c'est-à-dire face à face. Vous posez vos problèmes et le Saint-Esprit nous aide à vous aider pour pouvoir avoir la solution. Et l'entrée à tous ces programmes est libre et gratuite. Le temple Palais de Gloire est situé à Papa, juste derrière le CEG Sourouléré. Nous sommes dans la rue en face de la station d'essence de Sourouléré. C'est cette rue qui mène à l'hôpital de zone de Kowego. Donc, quand vous rentrez dans cette rue, c'est la deuxième rue qui est à votre droite. Hors de nos frontières, la recrudescence des cas de Covid-19 inquiète la Tunisie. La Fédération de l'enseignement secondaire appelle les autorités à prendre de nouvelles mesures. Elle demande, entre autres, la suspension des cours pour une durée déterminée. Objectif, réduire les risques de contamination. Suivez. Alors que le pays avait connu une accalmie après un été meurtrier, le variant Omicron s'est propagé ces dernières semaines à une vitesse inquiétante. Avec un taux de positivité dépassant les 30%, le ministère de la Santé a annoncé 6 nouveaux décès. En France, le gouvernement espère appliquer le pass vaccinal dès la fin de la semaine. Les députés ont approuvé hier le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Un test qui doit être maintenant examiné par le Conseil constitutionnel. Les précisions avec le confrère de RT France. Les personnes âgées de 16 ans ou plus vont devoir donc présenter un pass vaccinal pour avoir accès à certains lieux où le pass sanitaire était obligatoire. Sont concernés les bars, les restaurants, mais aussi les lieux de loisirs ou de culture, comme par exemple les salles de sport ou les musées. L'accès aux établissements de santé n'est en revanche pas soumis au pass vaccinal, mais reste conditionné au pass sanitaire que nous connaissons. Notez aussi que les 12-15 ans restent eux aussi soumis au pass sanitaire actuel. En cas de suspicion de fraude, les restaurateurs et cafetiers pourront par exemple vérifier la concordance entre l'identité de leurs clients et le pass vaccinal. Il suffira pour cela de présenter un document officiel avec photographie comme par exemple une carte vitale ou encore un permis de conduire. En cas de fraude au pass vaccinal, sachez Stéphanie que les sanctions ont été renforcées. Ainsi, la détention d'un pass vaccinal frauduleux pourrait vous coûter 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, sauf si vous décidez de vous faire vacciner dans les 30 jours après la date de l'infraction. Une adoption du projet de loi sur le pass vaccinal qui n'a pas manqué de faire réagir la classe politique. 60 députés ont d'ailleurs décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Écoutez.
La République emmerdante a voté le pass vaccinal ce dimanche 16 janvier. Cette loi n'a rien de sanitaire. Nous ne laisserons pas faire. Nous saisissons le Conseil constitutionnel et dès avril 2022, nous abolirons les passes. Le déshonneur de l'Assemblée nationale, le crépuscule de la France d'en haut, hâte de sortir des ténèbres. Seulement 58 parlementaires à l'Assemblée nationale pour dire non à cette folie du pass vaccinal. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Montesquieu. Ça y est, le pass vaccinal est voté. Pour 6 mois. Pour 1 an, non. Permanent. Tout le monde qui contrôle tout le monde, partout. Voilà l'idéal qui s'accomplit. La faillite de l'état de droit. Les libertés aux abois. Toujours en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, tout sportif venant de l'étranger devra être vacciné pour concourir à l'Open d'Australie. Cette compétition a débuté sans le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Cette affaire refroidit les relations serbo-australiennes. Suivez ici les détails. Le rêve d'un 10e titre à Melbourne s'est envolé pour Novak Djokovic. Expulsé du sol australien dimanche soir, le numéro 1 mondial de tennis a atterri ce lundi à Dubaï. Ce départ, l'épilogue d'un bras de fer judiciaire entre le Serbe de 34 ans et le gouvernement australien. À Belgrade, où Djokovic est considéré comme un héros, les autorités crient au scandale. C'est une décision scandaleuse. Je suis déçue. Elle a montré comment fonctionne l'état de droit dans certains autres pays ou comment il ne fonctionne pas. J'ai hâte de voir Novak Djokovic dans son pays, en Serbie, que nous traversions tout cela ensemble et que nous le soutenions dans ces moments difficiles. Un soutien affiché en plein cœur de la capitale serbe. En témoigne ce message d'encouragement sur lequel on peut lire « Nolé, tu es la fierté de la Serbie ». De son côté, le gouvernement australien, qui s'est félicité de la décision d'expulser Novak Djokovic, tente de rassurer quant à la sauvegarde des relations diplomatiques entre les deux pays. Je suis absolument convaincue que les relations bilatérales très positives entre l'Australie et la Serbie se poursuivront sur la base solide dont elles bénéficient actuellement. Je suis également absolument certaine que la dynamique diaspora australo-serbe, qui joue un rôle si important dans notre communauté, continuera également à le faire. Et je suis impatiente de travailler avec mes homologues et avec les membres du gouvernement serbe, y compris le chargé d'affaires ici, en Australie, en ce moment, pour veiller à ce que ce soit le cas. De quoi laisser penser que l'affaire pourrait connaître encore quelques rebondissements. En attendant, une chose est certaine, l'Open d'Australie a débuté sans le numéro 1 mondial. Reste désormais à savoir qui succédera à Novak Djokovic au palmarès des vainqueurs. Réponse dans 2 semaines. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et bonsoir chez vous.